Quel épisode incroyable. Luke, c'est terminé. Il est temps... Mais qu'est-ce que tu fais là? Je suis Julien Pepper, pas de viens pour donner ma note, et hop. Au nom d'une flûte, c'est pas banal. Luke, c'est terminé. Il est temps de réagir à chaud. Le docteur et Belinda enquêtent en 1952 dans un cinéma de Miami à propos de la disparition mystérieuse de 15 personnes. Luke, c'est un épisode très riche qui fourmille d'idées, et pour autant, même si on va un petit peu dans toutes les directions, on ne s'éparpille pas pour autant, on reste sur quelque chose d'assez linéaire et de clair. Tout est bien dosé, on a l'histoire qui se développe et ça se fait pas au détriment de la relation entre le docteur et Belinda, et il y a quelque chose dans cet épisode qu'on réclame depuis le début de la saison dernière et je suis trop heureuse. On a des scènes où on se pose, l'épisode prend son temps et fait exactement la bonne durée. On commence par une scène dans le TARDIS qui à la fois nous explique qui est le docteur, enfin explique à Belinda qui est le docteur, va aller nous apporter des nouveaux éléments sur elle également, va enrichir leur relation. C'est tout ce qu'on voulait. Merci pour cette scène. Et puis, comme pour Robot Revolution, où il y avait la partie dans le sous-sol, où ça prenait vraiment le temps d'expliquer l'intrigue, et bien là, on a pareil avec la scène dans le diner, qui est là, qui nous pose tous les éléments, tout ce qu'on a besoin de savoir, et ça fait du bien, en fait, d'avoir l'impression que l'épisode veut prendre son temps avec nous, et veut bien nous poser tout ce qu'il va apporter pour la suite. Et par rapport à Belinda, en plus, comme ça rapporte un peu un ciment sur leur relation, en fait. Enfin, on comprend un peu mieux leur relation, en fait, elle est vraiment bien écrite, je trouve. Oui, parce que on comprend pourquoi Belinda a quand même envie de le suivre dans cette aventure en particulier, tout en ayant envie de retourner chez elle, et on comprend pourquoi elle s'attache autant aussi au docteur. Il y a une vraie alchimie entre les deux qui se crée. Il y a évidemment quelques facilités, mais pour autant, j'ai trouvé que les plus grosses étaient justifiées par la suite dans le scénario, ce que j'ai trouvé plutôt cool. En fait, ça donne vraiment l'impression que le scénario est conscient que dans les scénarios de Doctor Who, il y a des facilités, et donc on va jouer avec et prendre à revers le spectateur au moment où il va se dire « Oh non, vas-y, il nous a encore fait un truc beaucoup trop simple », genre le docteur et Belinda qui font défiler les frames et qui se retrouvent dans le monde réel, et sur le coup je me suis dit « Non mais ils vont pas sortir comme ça, c'est trop simple, ils sont pas restés longtemps là-dedans, c'est assez bidon en fait comme façon de s'échapper ». Et en fait, c'est pas du tout une façon de s'échapper, en fait ils sont encore coincés dans le truc, c'est un autre film qui se déroule, cette fois-ci un film en prise de vue réelle, on s'est complètement fait avoir, on pensait vraiment que c'était une espèce de sortie qui finit en queue de poisson, comme on peut régulièrement avoir dans la série. Il y a un autre truc un peu dans le même genre, quand ils sortent véritablement en poussant et en faisant cramer le celluloïd, et la main du docteur qui brûle, et le docteur se soigne avec de l'énergie régénératrice, il vient de la bigénération, j'étais là, mais c'est pas possible. Et en fait, c'est super cool parce que, en faisant ça, il se piège lui-même en donnant une raison à Ringadin de s'attaquer à lui. Et du coup, je trouve ça super malin pour alimenter le dieu de la lumière, d'utiliser la grosse source de lumière de Doctor Who, à savoir l'énergie régénératrice. Côté esthétique, c'est un sans faute. Que ce soit les décors, les costumes sont magnifiques, tout est léché, c'est sublime, mais après on a aussi tout le côté animation, le fait que les animations en 2D, comme les animations en 3D, sont super réussies à la fois pour Lux et puis aussi pour le docteur et pour Belinda. J'apprécie tout particulièrement le fait qu'il soit allé chercher pour les animations 2D des styles très spécifiques de cartoon des années 50 et même avant, pour le cas de Lux. Parce que du coup, on a le style Fleischer, Betty Boop et compagnie pour Lux, et puis pour le Docteur et Belinda, c'est un style beaucoup plus actualisé pour les années 50, un style un peu Hanna-Barbera, Scooby-Doo et tout ça. Et donc c'est encore plus marrant qu'au début, il y a une référence à Scooby-Doo qui soit là en train de se dire « Ouais, toi t'es Velma, toi t'es Fred ». Je trouve ça super malin, à la fois au niveau de l'esthétique et de l'écriture, d'avoir fait ces parallèles. Pour une fois qu'on dit du bien de l'écriture d'RTD, faut... RTD est un bon scénariste. Quand il s'y met. Honnêtement, depuis le début de la saison, RTD m'a un peu réconciliée. Et puis aussi, outre écriture et compagnie, j'ai adoré le fait que les acteurs adaptent leur jeu au style de dessin animé. Le fait que on ait le docteur et Belinda qui parlent comme dans un dessin animé style Scooby-Doo, alors qu'ils sont avec cette animation très typique de ce genre de dessin animé, j'ai trouvé ça génial, j'ai trouvé ça super cool. Et d'ailleurs, on a aussi regardé en VF, et bravo la VF, franchement, elle est excellente sur cet épisode. Et pour de vrai, en fait, on sent vraiment qu'ils sont allés chercher le moindre petit détail, vu que c'est un épisode qui fourmille de références à d'autres trucs de Doctor Who, ça se sent qu'ils se sont éclatés à aller chercher à droite à gauche ce que c'était en français. Et ça marche super bien, c'est génial, j'ai adoré le voir dans les deux langues, c'est chapeau. Ce que tu veux dire d'habitude, c'est que la VF, elle est pas réussie, c'est ça? Non, c'est juste que d'habitude, on n'a pas vu la VF quand je fais le HO. Non, puis elle est vraiment très réussie pour le coup sur cet épisode-là, parce qu'il y avait
sacré... Il y avait un challenge. Un challenge, ouais, c'est ça. Parmi les nombreuses références, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé dans le HO précédent, donc on va en parler là. La musique. La musique qui, depuis 2 épisodes, nous référence, enfin c'était déjà le cas la saison dernière, enfin, mais nous référence énormément d'anciennes musiques. Et ici, je trouve qu'elles sont bien trouvées, parce qu'on a par exemple ce moment où il y a Belinda dans le TARDIS qui est en train de dire « Je veux retrouver ma famille, je ne veux pas être privée de ma famille », et on se retrouve avec la musique d'Amy, et donc je trouve que à la fois pour le côté les parents d'Amy qui avaient disparu, et puis aussi le fait qu'à la fin, Amy elle est complètement séparée de ses proches, je trouve que c'est un usage malin de ce thème. Et on a aussi le thème qui est à la fin de la saison 5, quand le docteur se sacrifie, et qui est aussi un thème de régénération à la fois du War Doctor et du premier docteur dans Twice Upon a Time, si je ne m'abuse, qui résonne quand le docteur se retrouve face aux fans qui lui disent qu'ils peuvent pas spoiler ce qui va se passer par la suite. C'est un chouette clin d'œil, j'espère que c'est pas un clin d'œil au fait que le docteur se régénère à la fin de la saison. On verra, mais du coup c'est plutôt cool, parce qu'il y a quand même un clin d'œil au fait que le docteur va aller toujours au devant du danger, et que les fans sont à fond là-dessus. Je trouve que c'est un chouette clin d'œil. Question thématique, je vais parler un petit peu plus tard de la partie cartoon et compagnie. Je voudrais aussi parler de la partie ségrégation, qui est quand même assez importante dans l'épisode, c'est le sujet, il revient plusieurs fois. Et donc forcément, je peux pas m'empêcher de penser à Rosa, qui se situe à peu près à la même période, et qui abordait également le sujet de la ségrégation. Et je trouve que du coup, c'est intéressant de voir ce sujet ségrégation par les yeux du docteur, mais cette fois-ci un docteur noir, qui du coup est concerné par cette ségrégation, qui en a conscience, qui sait que c'est pas à lui d'intervenir, mais pour autant, il se dit pourquoi est-ce que ça m'empêcherait de faire ce que je fais en tant que docteur ? Ça ne le stoppe pas, il continue son truc, il dit bien à Belinda, en gros, c'est pas à nous de nous en mêler, mais t'inquiète, ça va pas nous gêner pour faire ce qu'on a envie de faire. Comme dans Rosa, il y a des petites phrases qui marchent bien. Tu sais, comme quand t'as le policier qui dit « Je sais pas comment ça marche dans les Antilles, mais ici c'est pas comme ça ». Et ça, à chaque fois, t'es super... Là, c'est super choquant, en fait. C'est choquant, en fait. Ça te choque, toi. Et ça marchait... Il y avait ça aussi dans Rosa, je me souviens. Et là, ça marche aussi super bien, en fait. Et puis du coup... c'est un épisode méta, un épisode qui casse littéralement le 4e mur en sortant d'une télé et qui rencontre des fans de Doctor Who. Nous sommes canons dans l'esprit du docteur. Déjà, c'était mon plus grand rêve, personnellement. T'es tellement heureux. Ah oui, quand je voyais la scène, j'étais là, mais où ? Elle est vraiment très réussie, je trouve, en vrai. Ça peut vite tourner dans le ridicule, un peu ce côté méta, c'est normal. Mais là, je trouve que ça marche super bien avec le côté, en plus, retournement de situation, un peu de... C'est les fans qui n'existent pas dans la série, en fait. Il y a 2 mondes différents, et d'un côté, c'est nous qui existons à regarder Doctor Who, de l'autre côté, les fans n'existent pas vraiment, tout en gardant quand même le jeu de « ils existent », c'est rigolo, j'ai adoré. Est-ce que tu penses que c'est un clin d'œil aussi, le fait que les fans disent « quand vous allez partir, nous, on va plus exister », et avec le fait que quand la série, elle se termine, nous, on continue notre vie, et puis, pour un temps, ces personnages n'existent plus. Le fait que, du coup, ils disent qu'ils n'existent plus quand la série est terminée... mais qu'en fait on les voit quand même à la fin parce qu'ils existent encore même si la série est terminée. C'est ça que tu veux dire ? Non, j'avais pas mis avec celui de la fin, mais oui, ça marche bien aussi, qu'en fait, la série, elle continue d'exister au-delà de la fin, même si on a l'impression que c'est fini, t'as quand même le truc au-delà qui continue. Ah ouais, je sais pas si c'est clair ce qu'on dit, mais nous, on se comprend. On se comprend. Cette scène avec les fans... Elle est incroyable, elle est émouvante, elle est drôle, elle est blindée de références du style #NotMyDoctor. Spoiler. Ouais, c'est pas l'heure qui est dit du coup en VF, les histoires de leak, ah ouais, je l'ai vu leaker, machin, sachant que nous-mêmes, on avait vu leaker le fait qu'il y avait 3 fans de Doctor Who. Ah oui, c'était fait exprès, je suis sûr que c'était fait exprès. Il y a le fait qu'il y ait cette histoire d'épisode favori, le fait qu'il y ait une des musiques les plus... marquante de Doctor Who au moment où ils sont justement en train de parler, le fait que ça dise c'est comme ça que j'ai rencontré mes meilleurs amis et tout, forcément ça touche et ça nous rappelle plein de trucs et je lui trouve à ce niveau-là, c'est souvent les qualités qu'on va aller donner nous à Love and Monsters et c'est pour ça qu'on aime Love and Monsters, c'est ce côté proche des fans. Voilà, c'est mon nouveau Love and Monsters, cette scène. Quand il pousse le verre de la télé et que c'est ton verre à toi aussi, tu vois, qui pousse. T'as l'impression qu'ils vont casser ta télé. Quand il pose sa main sur l'écran, moi j'avais envie d'aller poser ma main aussi. Je suis là, docteur. Dans les autres personnages touchants, je reviens un petit peu sur Belinda, même si j'en ai parlé un petit peu avant. Je trouve ça vraiment cool la façon dont elle est développée, parce qu'encore une fois, on apprend plein de choses sur elle, justement, on prend du temps avec elle. On en apprend plus sur sa famille, le fait qu'elle est extrêmement attachée à sa famille. Elle va aussi beaucoup s'intéresser finalement à l'histoire du docteur, elle va vraiment être touchée par le fait qu'il est...
qu'il ait perdu les Time Lords, en fait. Et elle va garder aussi son humour, elle va garder sa verve. J'ai vraiment retrouvé le personnage que j'aimais beaucoup dans l'épisode 1, ici un peu plus inclus, en fait, on va dire, dans la vie du docteur, et qui commence à comprendre ce que c'est de voyager avec le docteur, les inconvénients, les qualités aussi du voyage spatio-temporel. Donc j'ai vraiment hâte de voir comment elle va évoluer sur le reste de la saison. Pour le moment, je suis plutôt confiante. Et parlons maintenant de Monsieur Ringeding. Déjà, il reprend les codes du Toymaker et de Maestro, pas trop de sous-tech, mais bon, on a le côté avec le rire, le Harbinger, on a ces pellicules qui volent, qui rappellent beaucoup les notes de musique de Maestro, on a le fait qu'en fait, c'est un dieu, donc on peut pas vraiment le battre, donc il faut juste réussir à l'avoir à son propre jeu, en l'occurrence, en lui donnant tellement de lumière que il devient la lumière lui-même. Et en plus, c'est un cartoon, donc il est obligé d'adopter des codes de cartoon. Le fait qu'il soit obligé de danser dès qu'il y a sa musique, c'est super bien trouvé. C'est très drôle, il y a un côté très Warner Bros dans cet humour-là, très Looney Tunes qui m'a fait beaucoup rire. Et puis en plus, la chanson, elle est trop cool. La chanson, elle est vraiment géniale. Elle est entêtante, je n'arrête pas de la chanter depuis tout à l'heure. Il a des mouvements exagérés. J'adore le fait qu'il ait un style vintage, parce que c'est censé justement être un dessin animé qui est rediffusé depuis très longtemps, donc c'est un truc qui est déjà vintage à ce moment-là. Mon seul petit souci, c'est un peu dommage, je trouve qu'il n'y ait pas plus de gags. J'aurais aimé qu'il y ait plus de gags visuels autour de Monsieur Ringeding. Après, j'imagine que les limites de budget doivent aussi jouer, parce que dès que tu as commencé à faire beaucoup trop de modifications visuelles sur ce personnage et lui faire prendre des formes pas possibles, tout de suite ça rajoute énormément de travail, donc énormément de temps. Je pense que c'est la raison pour laquelle ça n'y est pas, mais c'est vrai que ça aurait été un petit plus. Et un truc très cool avec Lux, c'est que on nous rappelle encore une fois que c'est un dieu, et les dieux, en fait, comme on nous avait déjà dit auparavant, eh bien, ils ont pas vraiment de notion de bien et de mal. En fait, il est pas méchant, il veut juste se nourrir de lumière, il veut juste s'amuser, et ça se fait aux dépens de vie humaine, mais lui, il est tellement au-dessus de ça que... Et la preuve, c'est que le docteur l'a très bien compris, à la fin, quand il est complètement nourri de cette lumière de l'univers, en fait, il devient juste immatériel, il cherche pas à avoir un contrôle sur l'univers ou quoi que ce soit, non, c'est juste, il est bien. Il a toute la lumière de l'univers pour lui. En plus, c'est même pas que négatif, même si, la très large majorité de ce qu'il fait, c'est des choses pas très bien. Il apporte quand même un peu de réconfort à Paille. Alors, c'est pas pour être gentil avec lui, en plus, c'est juste, il lui permet de revoir sa femme. Après, c'est beau. C'est beau de faire danser Paille avec sa femme, oui, ouais. Je suis d'accord, c'est une très belle scène. Tu le vois ému, en fait. Tu le vois, il est sur le côté, en train de regarder. C'est parce que c'est lumineux, tu vois, ce qui se passe devant lui. Paille lui projette des films tout le temps, il est nourri en fait par la lumière qui émane dans ce cinéma. Donc il se nourrit aussi de ses émotions qui passent en fait via cette lumière. Je pense que c'est un peu cette idée-là en fait. Plus que tu vois vraiment l'émotion humaine, c'est le fait que ce soit une émotion très dramatique qui en plus est tirée de l'image. Voilà, c'est mon interprétation. Et c'est la première fois qu'on a une fin de dieu du Panthéon qui me plaît, qui me va en tant que telle, que je trouve pas un peu trop simple. Je la trouve très belle, très poétique en fait cette fin. Et tout à fait en adéquation avec ce que je viens de développer justement sur le personnage, où tout ce qui lui importe c'est la lumière. Le seul truc qui me gêne un petit peu sur la fin, gêne, c'est un bien grand mot qui m'a fait un petit peu faire parce que c'est des fins typiques de Doctor Who, mais moi à chaque fois ça me fait un petit peu lever les yeux au ciel, même si c'est mignon, c'est le fait que tout le monde revient à la fin, c'est gnangnan, c'est beau, voilà, c'est Doctor Who, il faut bien sauver les gens de temps en temps, voilà, ça n'a pas trop de sens, mais c'est mignon. Mais par contre, eh bien forcément, la fin, il y a un truc qui me plaît à fond dedans, c'est qu'on a Madame Flood qui arrive, qui fait justement son petit côté méta habituel. Est-ce qu'on va avoir un final très méta, alors qu'on a déjà eu un épisode très méta là, on verra bien. Et le fait qu'elles sont encore là à aller parler du 24 mai, forcément ça hype. Bref, Look, c'est un épisode riche, jubilatoire, méta à souhait, et visuellement c'est bluffant, et ça m'a happé de bout en bout. Give stuff away. Give stuff away. Give stuff away. Et vous, qu'avez-vous pensé de Lux? Vous pouvez nous le dire dans les commentaires. Je tiens à remercier très chaleureusement Théophile Peuplier qui a fait les dessins de Julien et de moi. Vous pouvez retrouver le lien de son Instagram dans la description. On se retrouve très vite pour The Vault, Zoubi les Arbis, et à la semaine prochaine.